Merci d'avoir choisi de rester avec nous pendant ces 90 minutes ce matin. Nous parlons des femmes comme à l'accoutumée, mais surtout nous parlons d'un aspect spécifique, c'est celui de l'entrepreneuriat au féminin. En effet, pour se jeter à l'eau, il faut avoir les bons outils. Quelquefois, on essaie, on tombe, on ne veut pas se relever parce qu'on regarde, on écoute le qu'en dira-t-on. Et c'est là qu'on a besoin de quelqu'un pour l'accompagnement. On parle aujourd'hui du coaching et entrepreneur. Oui, bien, muet. C'est pour vous, mesdames, mais en vous rappelant à vous, messieurs, que ce qui est dit ici peut tout à fait être bénéfique pour vous aussi. Merci de rester avec nous donc pendant la durée de cette émission, une émission en deux parties. Nous allons commencer par parler des femmes au sens large et puis des freins qui sont les leurs quand elles veulent entreprendre. On a amorcé cela dans une édition précédente et à la faveur de la visite sur le plateau d'une spécialiste de l'accompagnement du coaching en entreprise, nous allons refaire le tour de la question. Madame n'est pas venue seule, un monsieur nous accompagne et avec surtout une date pour vous annoncer un événement auquel nous vous invitons à participer. Merci de les accueillir avec moi. Bonjour Fatoumata Yarana Ngoré. Bonjour. Merci à vous d'être présente. Vous êtes la gérante de l'agence Yarana Ngoré. Agence Yara. Agence Yara SARL. Alors, c'est votre initiative. Pour la résumer en un mot, c'est du coaching pour les entrepreneurs et les entrepreneures. Tout à fait. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Donc, Agence Yara est une structure spécialisée dans le domaine du conseil, formation et coaching d'entreprise, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure. Donc, en fait, notre objectif, c'est d'accompagner des opérateurs économiques européens et africains, c'est-à-dire des opérateurs économiques africains qui veulent acheter des produits en Europe. Donc, nous sommes là pour les accompagner, pour en fait faire le démarchage commercial, pour leur trouver le bon fournisseur, mais aussi pour les opérateurs économiques européens qui veulent s'implanter en Afrique. Donc, pour pouvoir les accompagner, parce que c'est vrai que c'est pas évident de s'implanter comme ça en Afrique, tout à fait. Donc, il faut faire une étude de marché, connaître bien le marché et connaître également le consommateur local, parce que c'est pas évident d'y aller comme ça et puis se dire que voilà, je suis un entrepreneur ou une entrepreneur, voilà, donc et que j'arrive dans un pays pour vendre mes produits. Quand bien même ce pays serait son pays d'origine à soi. Tout à fait, oui. Exactement. Et sur tout un autre plan, nous proposons aussi des formations et coaching d'entreprise, c'est-à-dire pour des gens qui veulent se lancer dans la création d'entreprises, nous les accompagnons. Prochainement d'ailleurs, au mois de novembre, nous avons mis en place un plan d'action pour proposer des formations à Bamako. Ce sera du 21 novembre au 21 décembre 2012. Donc je pense que c'est un programme qui pourrait éventuellement intéresser des gens qui veulent se lancer dans la création d'entreprises. Alors, ce qui va certainement intéresser nos téléspectateurs, nos téléspectatrices notamment, c'est comment faire pour se jeter à l'eau et cesser de rêver, de penser son projet et de passer à l'étape de concrétisation. Avec nous, je le disais sur le plateau, Monsieur Ndarbele, merci à vous d'être présent. Vous êtes cadre de ADEMA France et j'aimerais bien vous laisser le soin de nous présenter ADEMA France pour ceux qui ne connaissent pas, avant de nous parler de la date du 22 septembre, donc au Palais des Congrès de Montreuil. De quoi s'agit-il? Commençons par la date d'ailleurs. Voilà. Donc, moi, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau, donc en compagnie de la charmante Fatoumata Yarana Ngoré, donc qui est une compatriote et qui se bat pour l'émancipation de la femme, parce qu'en réalité, c'est ça. Donc, les femmes qui se jettent à l'eau comme ça pour créer des entreprises, il n'y en a pas beaucoup. Donc, les quelques-unes qui ont pris cette initiative, il faut les encourager, il faut les aider. Alors, elle est à cheval sur le Mali, sur l'Afrique et sur l'Europe. Donc, moi, c'est ce que je dis aux uns aux autres, surtout aux Maliens en particulier, c'est de tout faire pour que l'initiative heureuse qu'elle a prise ici, en France, en créant cette entreprise, puisse avoir, n'est-ce pas, des répercussions au Mali, parce que nous en avons besoin.
Donc les chefs d'entreprise qui sont là-bas, les cadres qui opèrent dans ces entreprises-là, ils ont des carences en matière de management, donc en matière de performance. Donc, parce que pour qu'il y ait le plan d'emploi, qu'il y ait la croissance, qu'il y ait la plus-value, il faut des hommes bien formés. Alors, donc, quand je suis arrivé au Mali en janvier 2011, suite à la nomination dans le département de l'emploi et de la formation professionnelle, donc nous avons élaboré un programme national sur 10 ans consacré uniquement à la formation professionnelle pour l'emploi. C'est-à-dire qu'on forme les gens pour qu'ils puissent créer leur emploi. Donc, le programme de Madame entre, n'est-ce pas, dans ce programme. Donc, c'est pour vous dire que moi, je suis totalement en phase avec elle et les actions qu'elle compte entreprendre au Mali. Et je suis sûr qu'elle aura du recommandant. Des gens lui viendront en aide. Ça, c'est le point concernant Madame. Alors, en ce qui me concerne, effectivement, jusqu'en janvier 2011, j'étais le secrétaire général adjoint de l'ADEMA-PAJ, Alliance pour la démocratie au Mali, Parti africain pour la solidarité et la justice. Donc, c'est ce parti qui a porté Alpha Omar Konaré à la présidence de la République pendant 10 ans. Et aujourd'hui, nous sommes le plus grand parti du Mali, en tout cas en nombre d'élus, parce que nous avons plus de 3000 conseillers municipaux, on a au moins 56 députés à l'Assemblée nationale, on a sur les régions, la présence des régions, sur 8 régions, je crois que nous en avons 5, et sur les 49 cercles, nous en avons là aussi, je crois, 35. Et la commune de Bamako, sur la commune de Bamako, les 6 communes, nous avons 5 sur 6. Alors, c'est pour vous dire que nous sommes un grand parti, donc, qui se battent pour que les événements du 26 mars, l'idéal qui a prévalu à cela, puisse se poursuivre dans l'intérêt donc des Maliens, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur. Alors justement, la date du 22 septembre, c'est un forum et la question était, tant dans la démarche que vous venez de nous présenter, mais dans ce forum aussi au sens concret, quelle place les femmes vont-elles avoir au cœur d'une actualité dont on connaît pas toujours les tenants et les aboutissants. Nous avons fait plusieurs plateaux sur la situation au Mali. Nous avons le plaisir aujourd'hui de parler du Mali, mais sous une toute autre forme, sur l'idée aussi de se projeter vers l'avenir, de passer à autre chose. Qu'est-ce qui sera possible pour les femmes notamment qui sont là-bas sur le terrain? Il y a une réalité. Qu'allez-vous faire, vous, d'ici? Comment allez-vous y prendre? Qu'allez-vous faire avec les femmes de la diaspora, maliennes qui sont, elles, en France, en Europe, pour pouvoir essayer de passer à autre chose? Oui, disons que pour le 22 septembre 2012, c'est le 52e anniversaire de l'indépendance du Mali. Alors, comme vous venez de le rappeler, depuis le 21 mars 2012, le Mali traverse une crise sans précédent. Donc, la communauté malienne de France, n'étant pas insensible à ce problème, parce que vous savez, il y a les ressortissants du Nord ici, il y a de toutes les régions, donc les Maliens de France se battent, n'est-ce pas, pour venir en aide aux populations qui sont aujourd'hui, qui vivent dans des conditions exceptionnellement difficiles. Alors, le 22 septembre, donc, c'est une initiative de la communauté malienne de France, donc c'est une action politique. Alors, j'entends ici et là, des gens disent qu'à Bamako, il y aura l'armée ne va pas défiler sur le boulevard de l'Indépendance et que on parle de fête alors que les gens meurent tous les jours dans le Nord. Non, je dis c'est parce qu'ils n'ont rien compris. Donc cette action, c'est une action politique. Vous savez, il y a eu des concerts qui ont été organisés dans le temps. Par exemple, pour l'Éthiopie, pour la Somalie. Donc, des artistes ont chanté pour collecter des fonds. On ne peut pas dire que quand on va à cette fête, qu'on y va, c'est uniquement pour rigoler ou danser. Non, c'est pour soutenir une action qui sera une action au service, n'est-ce pas, des gens qui sont opprimés. Alors, le 22 septembre 2012, la commémoration du 22 septembre 2012 à Paris,
c'est l'initiative d'un groupe d'hommes et d'un député. Le député socialiste, donc Razier Hamadi, qui est le député socialiste de Montreuil, avec les Maliens de Montreuil à travers une association qui s'appelle, n'est-ce pas, l'association des Maliens de Montreuil, ont eu cette initiative et relayée par l'Assemblée nationale française. Donc il y aura des invités des marques qui viendront de tous les pays. Pardonnez-moi, Monsieur Dembélé, les bonnes femmes dans les tout bonnes cela. femmes. On a entendu qu'il y a... Ah non, mais c'est là où j'allais en venir. C'est difficile à venir parce que vous nous dites c'est un groupe d'hommes. D'ailleurs, j'ai affectionné vous entendre nous dire tout à l'heure que nous voulons que les hommes soient bien formés. Je n'ai pas osé, mais j'ose quand nous y sommes, vous dire et les femmes dans tout cela. La véritable question de notre point de vue est dans cet univers si masculin, comment font faire les femmes pour y trouver leur place, leur pleine place. Une place qui ne soit pas une place de second rôle, une place qui ne soit pas une place accessoire pour griller les cacahuètes et porter les boubous et donner de l'exotisme à cet événement-là. Une véritable place d'entrepreneur, en l'occurrence. Alors, en ce qui concerne l'organisation de cette commémoration, moi je vous dis, l'une des places les plus importantes est confiée à une dame qui s'appelle Madame Maïga Issata, qui s'occupe, n'est-ce pas, de coordonner, n'est-ce pas, tout ce qui concerne l'arrivée donc des autorités africaines ici, des responsables africains qui seront là, plus les autorités françaises. Donc, les places ne sont pas oubliées, les femmes ne sont pas oubliées dans l'organisation de cet événement. Et puis, vous savez, je pense, donc je ne suis pas membre du comité d'organisation, mais je suis convaincu que, en ce qui concerne même les traiteurs, ça aussi, c'est convié aux femmes. La belle affaire, toujours les casseroles. Non, pas du tout. Non. Vous savez, les traiteurs, ce n'est pas que des casseroles. Il faut organiser, il faut faire des choix qui conviennent, des menus et tout ça. Non, mais c'est un travail. C'est un travail. Et bon, c'est un travail aussi qui est rémunérateur. On l'espère bien, en tout cas. Oui, bien sûr. Donc, les femmes ne sont pas oubliées dans l'organisation de cet événement. Nous sommes en multiplex, où que vous soyez partout dans le monde. Vous pouvez, si vous le souhaitez, participer à la discussion du jour. Nous allons donc amorcer ce que c'est que ce coaching pour les entrepreneurs. Pourquoi avoir spécifié cela? N'est-ce pas la même chose pour un homme ou pour une femme qui veut entreprendre? D'aucuns nous disent que c'est pareil, les difficultés sont les mêmes. La réalité des femmes, et encore une fois, nous l'avions déjà amorcé, nous prouve par A plus B plus bébé, moi le mari et j'en oublie, que ce n'est pas la même chose. Alors, nous avons des téléspectatrices, des hommes aussi nous regardent, qui voudraient pouvoir bénéficier de ces conseils. Et au cours de cette émission, nous allons, tout en vous cherchant la petite bête, puisque vous nous avez prêté le flanc au cou, en nous parlant de formation d'hommes bien formés, les femmes, ça n'est pas toujours là qu'on les retrouve, mais elles ont la volonté de s'en sortir, coûte que coûte, vaille que vaille. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, surtout la femme africaine a beaucoup évolué par rapport à il y a des dizaines d'années, enfin on va dire quelques années en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, la femme africaine a envie, moi c'est ce que j'ai compris par rapport aux rencontres que j'ai eu à faire en Afrique, que ce soit au Mali, au Cameroun, parce que j'ai visité pas mal de pays. Je me suis rendu compte que, en fait, les femmes africaines, elles aiment entreprendre. C'est vrai qu'entreprendre, créer une entreprise, ça a des risques. Il ne faut pas l'oublier. Il faut faire une étude de marché, définir son projet, parce que, bon, même quand on est homme ou femme, il faut vraiment réfléchir sur l'idée. Et ne pas se dire qu'aujourd'hui, oui, je veux créer une société spécialisée dans le domaine de l'import-export, je me lance comme ça. Non, il faut une réflexion approfondie, faire une étude de marché et aussi se poser la question, notamment se poser 4 questions. Qui, quoi, pourquoi et après, justement, qui, c'est-à-dire à qui est-ce que je vais vendre mes produits? Quel est le produit? À quoi consiste ce produit-là? Comment est-ce que je vais mettre en place les plans d'action, que ce soit dans le domaine stratégie commerciale ou stratégie marketing, pour pouvoir toucher la clientèle que je vise. Et aussi, une fois qu'on est sur place, c'est-à-dire qu'on a mis le produit en place, il faut se demander est-ce que le produit plaît ou pas? Et ne pas se tromper là-dessus. Parce que
en tant que chef d'entreprise, je suis passée par là, en fait. J'allais en venir, justement. Le profil et votre expérience, votre parcours peuvent être un véritable évangile pour celles des femmes qui se disent « je suis pas assez ci, je suis pas suffisamment comme ci ». Et pourtant, vous le faites tant et si bien que vous en accompagnez d'autres, qui plus est des hommes quelquefois. Tout à fait. Alors, par exemple, l'idée Agence Yara, moi, ça fait 2 ans que j'y ai travaillé dessus pendant 2 ans. C'est vrai que c'est une idée qui m'a vraiment permis de rencontrer pas mal de gens, poser des questions, faire une étude de marché en Afrique, faire une étude de marché en Europe, parce que j'ai un executive MBA en management et business international. Je me suis dit... Qu'est-ce que c'est que cette petite bestiole que vous nous dites là? Ah oui, voilà. Ah oui, parce que, encore une fois, si on veut servir de modèle, si on veut ouvrir, servir de levier pour les autres, encore faut-il ne pas rester mystique sur certains aspects. Vous parlez donc là d'une formation concrète. Oui, d'une formation concrète, mais je ne vais pas décourager les femmes, hein, parce que ou les hommes, bien sûr. Je ne vais pas décourager les gens en disant, enfin, pas qu'ils se disent que ah, moi, je n'ai pas ce diplôme-là, je ne peux pas créer mon entreprise. Vous n'auriez pas eu ce diplôme, vous n'auriez pas fait la formation qui est la vôtre, auriez-vous eu envie, malgré tout, de mener le projet qui est le vôtre aujourd'hui? Alors, c'est vrai que depuis toute petite, j'ai toujours eu cette envie de faire quelque chose pour moi-même. Voilà, c'est pas dans le cadre de mes études que je me suis lancée tout de suite, mais il y a des années, je me suis posé la question, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je vais faire de ma vie voilà, quand j'avais 25 ans, je me suis dit, bon... dans 5 ans, 7 ans, qu'est-ce qui va se passer? Mais je serai mariée, j'aurai beaucoup d'enfants, non? Vous n'avez pas... Oui, bien sûr, mais en même temps, je me dis, je n'ai pas envie de rester là, à ne rien faire. Il faut que je fasse quelque chose, servir les gens. Et c'est pour cette raison que j'ai eu cette idée de créer Agence Yara, parce qu'Agence Yara, c'est, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, l'objectif, c'est d'accompagner les gens. Parce qu'aujourd'hui, nous avons pas mal de personnes qui nous contactent au sein de Agence Yara pour dire que voilà, j'ai un projet de création d'entreprise, est-ce que vous pourriez nous donner un coup de main dans ce sens-là? Parce que comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est vrai que quand on se lance dans la création d'entreprise, il faut faire une étude de marché, ça prend du temps. Il faut vraiment... Il vaut mieux le faire, entendez-vous par là, il vaut mieux le faire par un professionnel que le faire soi-même? Non, pas spécialement. On peut bien. Moi, mon étude de marché, je l'ai fait moi-même. Mais parce que vous aviez eu la formation oui, préalable. Tout à fait. C'est vrai que... les compétences quand même. Oui, il faut avoir les compétences, bien sûr, mais pour les gens qui n'en ont pas, peuvent éventuellement approcher des structures, tout à fait. Qui vont leur demander beaucoup d'argent? Non, parce que c'est un véritable frein aussi, disons ce qui est. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai que... Tout le monde. Nous allons prendre monsieur à Toulouse et ensuite nous en revenons à combien coûte de se faire une étude de marché, tout simplement. Bonjour. Oui, bonjour Lydie. Bonjour monsieur. Bonjour, invité sur le plateau. Je voulais juste poser à la dame qui est à côté de vous, quel est le PIB par habitant au Mali? Et ma deuxième question se portera sur... Est-ce que avoir un gros diplôme est signe de compétence? On peut être diplômé et puis ne pas être compétent. Voilà un peu ma question. Merci pour votre appel. Alors, la deuxième question pour vous, monsieur. On peut être diplômé, mais sans nécessairement être compétent, nous dit-il. Mais avant cela, il voulait savoir le produit intérieur brut du Mali. Alors, pas à la virgule près, je suppose. Oui. Je laisse monsieur répondre à cette question. Le produit intérieur brut, aujourd'hui évalué, en tout cas dans tous les documents que nous avons, à part, comment dirais-je, aux dernières informations, si ma mémoire est bonne, c'est près de milliers. Monsieur de Toulouse, je sais que vous êtes sur votre ordinateur. Tout à l'heure, il va nous envoyer un message pour vous dire ce qu'il a trouvé d'ailleurs. C'est que c'est pas juste. Mais bon... Et sur la deuxième question, c'était... Oui, non, c'est pour lui dire qu'au jour d'aujourd'hui, le produit intérieur brut, ça n'a strictement rien à voir avec les diplômes ou autres. Ce qu'il y a... Ça n'est pas ce qu'il avait laissé entendre. Non, mais la question, c'était est-ce qu'avec avoir un diplôme... Voilà, et en tenant compte du produit intérieur brut. Non, il y a des personnes, disait-il, qui ont des diplômes mais qui ne sont pas compétentes cependant, disait-il. Oui, mais quand il a fait la relation avec le produit intérieur brut, j'ai dit
là, nous avons la chance d'avoir une compatriote qui est diplômée et dont le diplôme sert à quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont diplômés, mais leur diplôme ne sert pas à grand-chose. Comment peut-on expliquer cela d'ailleurs? Tout simplement parce qu'ils ont fait de mauvais choix dans les filières. Donc, des filières qui ne sont pas adaptées aux besoins, n'est-ce pas, des Africains, par exemple. Parce que si vous voulez être sociologue, vous allez au Mali, qui va vous employer? Vous faites géographe. Donc, les géographes, aujourd'hui, j'en connais plein, qui sont aujourd'hui s'orienter vers d'autres, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver d'emploi. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Les économistes, vous faites des études économiques comme ça, ou même tout ce qui concerne les trucs de psychologie. Donc, il n'y a pas de débouché pour ces gens-là. Donc, mais les études ne servent pas. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de débouché que ceux qui ont fait la formation, une formation donnée, vont terminer cette formation sans être compétents? Néanmoins, n'apprend-on pas, lorsqu'on suit une formation, à en avoir les compétences? En fait, moi, ce que je peux dire par rapport à cette question, c'est que c'est vrai que, comme l'a si bien dit M. Nimetigna, c'est vrai que parfois, ce qui se passe en Afrique, quand on fait des études, on a un diplôme, en général, on reste à la maison. Enfin, je ne dis pas que tout le monde le fait, mais il y en a pas mal qui ont des diplômes, qui se disent, oui, ok, je vais donner mon CV comme ça à une entreprise et puis j'attends. Moi, je pense que la solution par rapport à ça, c'est de se dire, oui, qu'est-ce que je peux faire, bien sûr, et ne pas se limiter à une opportunité d'emploi. Bien vrai qu'il faut aller chercher ces opportunités-là, mais en même temps, ces opportunités, on peut les créer. On peut les créer. Tout à fait. Donc, pourquoi ne pas se lancer dans la création d'entreprises? Donc, alors, à ce moment-là, moi, je lance un appel aux institutions politiques ou financières, vraiment d'aider les jeunes dans ce sens-là. C'est vrai qu'en Afrique, il y a pas mal de jeunes qui ont des idées vraiment très intéressantes. Il faudrait vraiment les accompagner dans ce sens-là et ne pas se dire que oui, bon, c'est vrai, c'est pas facile avec une idée comme ça, on ne sait pas comment ça va se passer. Il faut accompagner ces jeunes-là. Et je pense que c'est une solution qui pourrait éventuellement réduire le taux de chômage dans les pays africains. Alors, est-ce que être à la fois jeune, femme et noire, puisque c'est le mot en France ou en dehors de l'Afrique, est-ce que c'est un atout? Est-ce que c'est un handicap pour l'entrepreneuriat au féminin notamment? C'est vrai que, pour répondre à cette question, je dirais que c'est un atout. En même temps, ça a des inconvénients. Parce que, bon, c'est vrai qu'en Europe, quand on est noir et qu'on cherche un emploi dans une entreprise, c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas facile. Même si on a les compétences qu'il faut et qu'on se présente en tant que, voilà, j'ai un diplôme, j'ai de l'expérience professionnelle, on part à la rencontre des gens pour dire que voilà, je cherche du travail en France ou même en Europe en général, dans les pays occidentaux. C'est pas très évident parce que j'en ai vu, j'ai eu des amis, des copines qui ont pas mal de difficultés dans ce sens-là. Alors moi, dès le départ, à la fin de mes études, je me suis dit, j'ai pas envie de travailler pour quelqu'un. Je suis une femme, je suis noire, je suis en Europe, mais aussi en Afrique, bien sûr, parce que je fais des allers-retours. Je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose pour moi-même. Je ne veux pas attendre qu'on m'offre quelque chose. Donc, il fallait que je mette en place une idée qui puisse vraiment intéresser les entreprises, les gens, les particuliers, les professionnels indépendants, etc. Donc, c'est pourquoi j'ai mis en place, voilà, j'ai créé cette entreprise-là. Alors, nous allons revenir à votre parcours tout à l'heure et puis surtout à combien ça coûte de se faire une étude de marché et puis comment fait-on. Mais nous prenons madame qui est à Paris. Bonjour, vous avez la parole. Bonjour madame. Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour Lydie, bonjour aux invités sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Voilà, j'appelle pour réagir aux propos du monsieur tout à l'heure concernant les formations des jeunes Africains. Alors j'ai été un petit peu outrée par sa réflexion qui, voilà, enfin, j'espère que j'ai bien compris, qui disait plus ou moins que oui, parce que les Africains, enfin, nous ne savons pas choisir les bonnes filières de formation qui nous permettraient par la suite de trouver du travail rapidement, du moins en Afrique.
Alors justement, je trouve ça assez malheureux que des aînés comme lui donnent ce genre de conseils et ce genre de réflexion. Parce que bien au contraire, l'Afrique a besoin également de géographes, d'économistes, je sais pas moi, de psychologues, enfin toutes les catégories de métiers doivent être justement représentées si nous songeons à faire évoluer ce continent. Donc, effectivement, il y a peu de débouchés, mais comme l'a relevé également la dame par la suite, c'est une opportunité justement de créer, qui sait, de l'emploi dans ce domaine-là, si on se rend compte que le secteur n'a pas de débouché. Oui. N'a pas de débouché. Voilà. Donc moi, au contraire, je dirais qu'il faut passer un message qui encouragerait justement de jeunes Africains à aller vers des voies que nous n'avons pas l'habitude d'embrasser, parce que justement, c'est ce qui nous manque en Afrique. Hein, c'est ce qui nous manque en Afrique, et c'est pour ça que vous avez souvent des appels d'offres qui sont lancés en Europe, aux États-Unis et tout ça, parce que sur place, on ne trouve pas de locaux qui sont formés dans ces voies-là. C'est assez malheureux. Vous avez des Chinois qui viennent avec toutes leurs équipes pour faire de la construction et je ne sais quoi d'autre, alors que des locaux peuvent être embauchés pour faire ce travail-là. Donc vraiment, ça me sidère et ça m'agace en même temps, excusez-moi, mais d'entendre ce genre de discours, on l'entend un petit peu trop souvent, vous voyez. En Afrique, on se retrouve avec beaucoup de gens qui ont fait justement économie ou droit ou des choses comme ça. Ok, à un moment ça va, mais bon, il faut peut-être s'ouvrir à autre chose. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Voilà, il est bien passé. Merci pour votre appel. Alors, notre ligne reste ouverte. Discussion, regard croisé sur l'entrepreneuriat au féminin, l'accompagnement, les formations. Regard croisé, hommes-femmes, deux générations aussi. Que répondez-vous à madame? Oui, Lydie, moi, ce que je voulais dire à cette dame, bon, elle dit des choses qui sont vraies. C'est un discours qui est récurrent, je peux comprendre, mais je vous assure, moi je reviens du Mali, donc je sais de quoi je parle. J'étais dans un ministère chargé de la formation professionnelle et pour l'emploi. Ouais. Donc j'ai été confronté à ces problèmes quotidiennement. Donc le grand programme national de formation professionnelle pour l'emploi qui est lancé donc, depuis 2010, aujourd'hui qui va coûter plus de 1138 milliards de francs CFA sur 10 ans, c'est pour permettre à toutes ces personnes qui ont fait des formations inadaptées de s'orienter et de se spécialiser, en tout cas, dans d'autres filières qui sont des filières porteuses. Alors, si madame... Lesquelles sont-elles d'ailleurs? Écoutez, donc, vous savez, au jour d'aujourd'hui, ce que je veux relever dans le discours de madame, c'est que là, au jour d'aujourd'hui, au Mali, il y a des secteurs qui sont porteurs. Par exemple, tous les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, au jour d'aujourd'hui, et des travaux publics. Donc là, il y a des demandes très fortes dans ce domaine, mais nous n'avons pas les compétences. Alors, donc, tout ce que les gens font comme formation, c'est des formations orientées vers la gestion de la production. Mais avant de gérer quelque chose, il faut d'abord la produire. Donc, c'est pourquoi je dis, il faut revenir, n'est-ce pas, à des fondamentaux qui puissent nous permettre non seulement d'accroître notre productivité et assurer, puisque j'entends souvent ça, comment on appelle ça, la satisfaction alimentaire, mais aller au-delà de cela pour permettre aux gens qui sont des producteurs et qui sont des agriculteurs, leur permettre de vivre de leur activité. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais alors, avant notre appel de Bordeaux, sauriez-vous nous indiquer, dans le cadre de votre fonction au sein de cette structure de formation, la place qu'occupaient les femmes était-elle aussi nombreuses que les hommes, et quels étaient les choix aussi qui étaient les leurs? Est-ce qu'elles vont se retrouver, tout à l'heure je vous chicanais en disant oui, toujours les casseroles, mais est-ce qu'elles vont donc s'acheminer vers des formations à contre-courant, disons comme cela? Moi, quand j'étais dans cette équipe, parce que je ne suis plus, j'ai été appelé à d'autres fonctions, mais quand j'y étais, il y avait des femmes, il y avait une équipe de 13 experts, et parmi ces experts, il y avait des dames. 2 dames? Non, pas du tout. Je crois qu'elles étaient au nombre de 4 ou 5. Sur les personnes, vous étiez des personnes, une équipe pour encadrer. Oui, l'encadrement. Oui,
Ça, c'est l'équipe d'encadrement. Mais les personnes qui bénéficiaient de ce que vous proposiez au sein de la structure? Les formations? Oui. Non, ça concerne tout le monde. Les femmes aussi. Mais tout le monde, on nous dit souvent, par exemple, le taux de scolarisation s'est amélioré, mais quand on va dans les détails, il n'y a pas beaucoup de femmes. Mais oui, c'est ce que l'on regrette. Avant 1991, le taux d'alphabétisation au Mali, ça tourne autour de 23-24%. Aujourd'hui, nous sommes à 30-35%. Mais sur ces 30 et 35%, les femmes, elles ne représentent que 32%. Donc ça veut dire qu'il y a un gros problème. Et même, quand bien même quand elles sont scolarisées, dès qu'elles atteignent l'âge de se marier, eh ben on les retire de l'école pour leur donner un mariage. Quel est l'âge de se marier d'ailleurs? Comment? Quel est l'âge pour le mariage d'ailleurs? Au Mali, je crois que c'est à partir de 15 ans. 15 ans parce que... Déjà ou enfin? Non, 15 ans. À partir de 15 ans, on pense que la femme est mariable. Elle peut fonder un foyer. À Bordeaux, donc, vous avez la parole. Bonjour. Oui, bonjour. Je voulais tout d'abord dire bonjour aux intervenants. Et je voudrais souligner le fait que monsieur présent sur le plateau délivre un message qu'il faudrait peut-être un peu plus expliquer. Effectivement, le problème que nous rencontrons à l'heure actuelle, c'est le manque d'instituts comme de formation qualifiante. Les entreprises qui veulent s'installer en Afrique, généralement, et surtout, moi je suis guinéen, nous avons un manque récurrent d'ouvriers qualifiés. Il faut mettre en place des centres de formation pour qu'il y ait plus d'ouvriers ou d'employés qualifiés et développer aussi l'artisanat. Parce que les gens qui s'installent comme artisans peuvent aussi créer des emplois. Tant qu'on n'arrive pas à qualifier les gens, à leur donner un métier qui réponde aux besoins du pays, parce qu'actuellement, il y a des sociétés qui veulent s'installer en Afrique, mais les sociétés s'installent, il faut qu'ils regardent un peu la situation des gens pour voir s'il y a suffisamment d'ouvriers ou d'employés qualifiés. Or, les métiers de bâtiment, plomberie, carrelage, électricité, tout ça est mis, comment dirais-je, considéré comme des petits métiers. Hein? Les formations de type général, c'est très bien. Je ne suis pas contre, il en faudrait. Mais il ne faut pas non plus négliger cet aspect du problème qui se pose actuellement sur ces pays-là. Merci. Merci, monsieur, pour ce que vous nous apportez là. Une dépêche vient de tomber du fond de la calebasse électronique. C'est notre ami de Toulouse qui nous indique que le produit intérieur brut par habitant, donc au Mali, en 2011 est de 1,3 $. Nous voilà bien avec des dollars encore. En 2010, donc 1,3 $. Ça n'a pas bougé d'ailleurs. 1,3 $ de 2009 à 2011. Et il nous dit, oui, en effet, que c'est donc en dollars. Merci de nous dire combien cela fait en euros. Avançons donc dans ces discussions tout de même sur la question combien ça coûte de se faire une étude du marché. Bien sûr, vous allez réagir à ce qui a été dit. On a énoncé des métiers, le carrelage, le bâtiment et tout ça. Des métiers d'hommes, finalement, peut-on imaginer? Pourquoi pas les métiers de femmes? Mais oui, mais oui. Alors, c'est vrai que ce que monsieur vient d'évoquer là, bon, c'est les métiers qui concernent les hommes. On ne voit pas beaucoup de femmes en train de faire des carrélages. Pourquoi pas, puisqu'on parle d'égalité entre les femmes et les hommes? Oui, on parle d'égalité, ça dépend, enfin, on parle d'égalité entre hommes et femmes, ça dépend des secteurs d'activité. On ne va pas demander à une femme d'aller, je ne sais pas, monter, enfin, je sais pas, dans un bâtiment en train de faire de la manutention. Voilà, exactement. Je pense que c'est pas... C'est contre nature? C'est contre nature. C'est vraiment contre nature ou est-ce que c'est une question de compétences? Parce que si on a appris à être, on en a reçu une dame d'ailleurs peintre en bâtiment, si on a des compétences, on sait le faire. Oui, peut-être que ça... Enfin,
peut-être que ça existe, mais je dis pas, je suis pas en train de décourager les femmes à être des plombiers ou etc. Mais il y a pas mal de métiers qui nécessitent vraiment de formation, notamment ce qu'a évoqué le monsieur tout à l'heure au téléphone. Mais il y a des secteurs aussi porteurs. Ce que moi, je souhaiterais ajouter faire passer comme message, c'est qu'il y a d'autres secteurs, notamment le secteur des nouvelles technologies. Par exemple, il y a pas mal d'hommes dans ce secteur, dans ce domaine d'activité-là. Les femmes aussi peuvent éventuellement se dire que oui, je vais me lancer dans le domaine de l'informatique, par exemple. Il y a des métiers comme le community management. C'est un domaine vraiment qui est en train de prendre une bonne place au sein de... Qu'est-ce que cela désigne précisément pour une meilleure compréhension de tous? Alors, le community management, en fait, c'est un domaine qui consiste à, comme actuellement, il y a Facebook, Twitter, il y a les réseaux sociaux. Il s'agit de travailler pour des entreprises, mettre des informations, enfin, informer régulièrement les internautes sur les activités des entreprises. Et je pense que c'est un domaine qui va prendre de la place. Là, actuellement, avec Facebook, Twitter, il y a pas mal de... On l'a remarqué, hein, Facebook, par exemple, c'est une entreprise qui est bien connue sur le marché. Et donc, du coup, les entreprises ont su, notamment qu'il y a pas mal de personnes qui s'enregistrent sur Facebook. Et donc, c'est un moyen de faire de la publicité, par exemple. Donc, le community management consiste justement à travailler pour des entreprises, à mettre des informations sur les activités des entreprises sur les réseaux sociaux ou même pour favoriser le référencement naturel sur Internet des entreprises, par exemple. Avec la nuance que, quand on parle de fracture numérique, ça n'est pas qu'une vue de l'esprit. Ce que vous désignez là, finalement, n'est accessible qu'à celle des personnes qui se trouvent où, parlons des nouvelles technologies. Quand on est sous certains lieux dans la planète, on clique. On a le temps d'aller faire cuire un repas avant le truc, il est encore en train de tourner, on n'a pas encore accédé à la page que l'on veut ouvrir. Est-ce que finalement... La communication, en fait, le community management, c'est la communication. Certes, mais est-il... communication marketing, si vous voulez. N'est-il pas utopique d'espérer, parce que monsieur là faisait allusion à des formations qui ne s'adaptent pas à la réalité du terrain, et en l'occurrence pour les nouvelles technologies, n'est-il pas utopique d'espérer que d'aucuns s'engagent dans ce registre-là, s'ils ne sont pas en Europe, par exemple, où le débit informatique n'attend personne pour avancer, où tout le monde est équipé d'un ordinateur, où toutes les entreprises... Vrai, Est-ce que là, on ne tombe pas dans ce qui a été décrit et dénoncé tout à l'heure? C'est vrai que, bon, en Europe, il y a le haut débit. En Afrique, on n'est pas très bien avancé dans ce domaine-là, mais pas encore, mais ça va venir. L'Afrique est en train vraiment de changer de visage, si je peux le dire comme ça. Sur le plan économique, il y a des choses qui commencent vraiment à bouger, quoi. Alors, revenons-en, pardonnez-moi, revenons-en donc à ce que vous nous présentiez tout à l'heure. Il faut faire une étude du marché. Je sais que ces dames prennent des notes, ces messieurs aussi, pour se lancer dans son projet, pour concrétiser son projet. Combien ça coûte? De deux choses l'une. Soit on sait le faire, soit on ne sait pas le faire. Si on ne sait pas le faire, on se dit, j'ai vu sur Télésud une dame qui parlait d'études de marché, je vais peut-être la contacter. Combien ça coûte? Une fourchette, hein. Alors, je ne vais pas décourager les gens, je ne vais pas donner de chiffres exacts parce que c'est pas, je pense que c'est pas le plus important. Parce que quand on a une idée, enfin, je vais dire que quand on a une idée de création d'entreprise, parce qu'après, le prix, c'est, voilà, c'est... Je voudrais vendre des bijoux une étude de marché, en Patagonie, je ne sais pas. Il faut une étude de marché, combien ça me coûte? Parce que c'est vrai que faire une étude de marché, il y a pas mal de paramètres à voir et à revoir, notamment, comme je l'ai évoqué au tout début de l'émission, il faut se poser la question à qui est-ce qu'il faut vendre le produit, qu'est-ce que c'est que le produit. Qui est-ce qui se pose cette question? C'est la personne qui fait l'étude de marché ou c'est la personne qui a le projet? L'idée de départ, c'est la personne, parce que la personne a déjà l'idée, voilà, sur quel type de produit veut mettre sur le marché. Alors nous, en tant que, je parle... L'entreprise. Voilà, comme une entreprise comme Agenciara qui accompagne des personnes comme ça. Nous, on l'accompagne, par exemple, on lui donne des conseils pour dire, voilà, l'idée, elle est comme ça, elle est bien ou elle n'est pas bien, il va falloir retravailler. Après, pour l'étude de marché, établir un questionnaire, aller à la rencontre des gens,
en fonction de la cible de clientèle, pour savoir, et ce questionnaire-là va nous permettre d'avoir les différentes réponses à toutes ces questions. À toutes ces questions qu'on se pose dès le départ. Alors, voilà. Maintenant, tout de même, certes, vous avez décrit comment vous procédez, mais encore une fois, qu'est-ce que vous apporteriez de particulier à une personne qui va entreprendre parce qu'elle est une femme? Qu'est-ce que vous mettriez en plus comme accompagnement, je vais dire, en tenant compte donc de ces réalités? Elle n'a peut-être pas eu la formation qu'il faudrait pour le projet qui est le sien. Elle n'a peut-être pas la latitude de tout laisser tomber pour aller faire cette formation. Elle veut néanmoins vendre, vous savez ce que c'était une calebasse électronique, vendre ceci au monde entier qui commence à trouver que c'est très joli. Qu'est-ce que vous lui donneriez comme? Alors, le plus qu'on pourrait apporter à ce genre à ce type de demande, en fait, c'est que on établit, comme je l'ai dit, on ne peut pas laisser tomber ces questions de départ qui est qui, quoi, comment, pourquoi et après. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, le produit, le cible de clientèle, comment est-ce qu'il faut vendre le produit? Parce que ça, c'est une question très importante. Parce qu'il faut établir un plan d'action de communication et de marketing. Parce qu'une fois qu'on a su à qui on va vendre le produit, maintenant, il faut établir un plan d'action pour mettre en place des outils afin de pouvoir toucher ces gens-là qui vont se dire oui, effectivement, le produit, il est bien. Donc, ce plan d'action en termes de communication, en termes marketing, donc tout ça, nous allons justement le mettre en place avec la personne. Mais l'idée de départ, est la sienne. Est la sienne, vraiment. Parce que après, si nous, on se dit, ok, bon, l'idée, c'est comme ça. Après, nous, on donne notre avis et que la personne, une fois que le produit est lancé, il ne faut pas que la personne se dise, ah ben, c'est vrai que moi, c'est pas ce que je voulais dès le départ. C'est votre Alors, votre justement, sur ce n'est pas ce que je voulais dès le départ, souvent, fort souvent, les femmes qui entreprennent, on a bien constaté qu'elles ont toujours une petite affaire informelle, certes, mais efficace quand même, qu'elles mènent. Elles entreprennent, souvent, elles n'ont pas le désir que ça prenne une toute autre ampleur parce que ça peut signifier qu'il faut être complètement disponible pour cette activité-là. Or, leur quotidien ne le leur permet pas nécessairement. Vous avez parlé, vous, de formation inadaptée. De la même manière, que faut-il donc? Vont-elles rester confinées à ce qu'elles font de leurs 10 doigts? Mais d'abord, je voulais donner une idée. Bon, Fatoumata n'a pas voulu dire, enfin, je la comprends, elle n'est pas trop accrochée aux problèmes financiers, parce que les finances et tout ça, là, c'est les nerfs de la guerre. Alors, moi, je pense que, en ce qui concerne un projet, la conception d'un projet, l'accompagnement jusqu'à la réalisation, jusqu'au suivi après, moi, je pense, j'en ai vu. Moi-même, j'ai été acteur ici, j'ai accompagné des associations, j'ai accompagné des particuliers, donc, mais bénévolement. Par contre, on a une structure qui le faisait et qui continue à le faire d'ailleurs, et donc, ça varie entre... Tout est question de l'enveloppe, le budget. Parce que la plupart du temps, les gens n'ont pas les moyens de payer les études, les frais liés à l'étude. C'est la réalité. Donc, puisque dans la recherche de financement, on inclut les frais liés, n'est-ce pas, aux études. Et dès l'instant où les financements sont acquis, on le défalque du montant total pour consacrer le budget alloué à la création d'entreprises. Et cela va de 5 à 10%. Rarement, ça va au-delà de 10%. Donc, voilà un peu notre idée. Alors, pour répondre à votre question, les femmes, effectivement, je dis que les formations ne sont pas adaptées. C'est une réalité. Le monsieur là qui nous a interpellés sur le plateau, il avait juste. C'est comme s'il faisait partie de l'équipe qui avait rédigé le programme de formation professionnelle pour l'emploi au Mali. Les formations sont inadaptées et ça ne touche pas tout le monde. C'est une injustice. Elle est faite surtout aux femmes. Et quand j'ai parlé de les hommes bien formés, c'est hommes avec grand âge. Donc il y a les femmes, les hommes et tout le monde. Donc je dis qu'effectivement, il y a certaines formations pointues qui ne concernent pas certaines femmes et même certains hommes qui vivent dans les fins fonds de l'Afrique
Ils n'ont même pas d'électricité, ils n'ont pas de courant, il n'y a rien. C'est des agriculteurs, c'est des paysans, c'est des éleveurs. Mais ils ont besoin aussi de formation. Ils ont besoin d'accompagnement. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, personne ne peut dire que je n'ai pas besoin d'aller au-delà de la situation qui est la mienne, ou la sienne, ou la tienne. Non. Tout le monde a envie de progresser. Et pour progresser, mais vous avez besoin d'un coup de pouce. C'est-à-dire comprendre un certain nombre de phénomènes, même si vous ne savez ni lire et écrire en ce qui nous concerne les francophones. Donc, on peut le faire. Pourquoi les francophones? Non, je dis pour nous, parce que il y a les anglophones aussi. Est-ce que le problème, la question ne se pose pas de la même manière? Le problème de manière? langue, oui, dans les formations, parce que les formations sont dispensées dans des langues étrangères. Oui. D'où l'intérêt de formation en langue locale, peut-être. Ben, voilà. Donc, et là, effectivement, je crois qu'ils sont en train, même au niveau du ministère de l'Éducation nationale, d'initier des systèmes de communication qui puissent permettre aux gens d'assimiler rapidement des techniques qui leur permettront, n'est-ce pas, d'augmenter leur productivité et de subvenir à leurs besoins, de vivre de leur métier. Donc, ces femmes qui vivent dans les brousses, ou ces femmes qui ont été à l'école, qui sont des demi-lettrées, et elles aussi, il y aura des formations spécifiques qui seront conçues pour elles. Alors, comment associer les femmes à ce forum du 22 septembre? Je vais parler là des femmes de la diaspora malienne qui sont en France. Déjà, avez-vous la certitude qu'elles ont cette information, qu'il y a un forum qui va se tenir? Quelles sont les ouvertures possibles pour celles de ces femmes-là qui nous regardent? J'ai fort envie de vous demander de leur adresser un message en langue vernaculaire pour que, justement, absolument pour que l'information touche la cible. Oui. Alors, la caméra est là. Dites-leur, mesdames, le 22 septembre, il y a ceci, cela. Voici l'intérêt que vous avez à y participer. Vous voulez, par exemple, parce qu'il y en a plusieurs. Celle que vous maîtrisez le mieux, ce sera très bien. Donc, oui, à Mambara, alors. Oui, s'il vous plaît. Oui, donc, le 22 septembre 2012, à Paris, ici, à Montreuil, Feti Dobenake. Donc, au 22 septembre, on a commémoré Pariano. Mais à commémoration, famaw dɔ bɛ na ka bɔ jamana wɛrɛw la ka na farafin duguw la donc n'u nana ni tubabu minnu bɛ yan donc an bɛɛ de bɛ jɛ ka lajɛ 52e anniversaire min bɛ kɛla Mali indépendance kama bɛɛ b'a dɔn situation min bɛ Maroc bi bɛɛ b'a dɔn situation min bɛ Gao, Tombouctou et puis Kidal et même Mopti. Donc tout nord bɛɛ la problème bi donc an ka bɔ tubabu k'a yira tubabu la problème min b'an fɛ yen parce que kuma caman bɛ fɔ la quoi mais tubabu t'a kalama donc an ninnu bɛ dɛmɛ ɲini de la donc o dɛmɛ o bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na o ye nin rassemblement sugu de ye quoi bon minnu bɛ kan k'a fɔ ko fɛti de don fɛti tɛ mais mɔgɔ dɔw bɛ taa fɛti nin na u baw tora nin kɛlɛ in na u dɔgɔninw u masaw u sigiɲɔgɔnw donc mɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'olu bɛ taa ka taa tulonkɛ wa. alors muso. voilà muso aw ka bɔ comme kɔnɔkulu ka na ka nin ko in kɛ ko ye pour que tubabu k'a dɔn ko an maliyɛn minnu bɛ yan nɔ an fana an tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ nin ye faso baara de ye mɔgɔ t'a kɛla mɔgɔ kama bɛɛ bɛ na i yɛrɛ ye. merci donc o de don. Confirmez-nous qu'il a bien adressé un message spécifique aux femmes. Il était en train de les laisser de côté un tout petit peu, n'est-ce pas? Il a évoqué, il a parlé des femmes, bien sûr. Parce que l'intérêt, c'est de leur dire aussi à toutes les femmes, il n'y a pas une catégorie de femmes sous prétexte qu'elles auraient été scolarisées qui mériteraient d'être associées à tout ce qui est entrepreneuriat. On sait que les femmes, quand bien même elles ne parlent pas la langue du pays d'accueil, elles ont des initiatives. Ce sont elles qui vendent des pagnes, qui font du commerce, qui font de l'import-export. C'est pour celles-là que nous avons besoin de donner aussi des pistes. Moi, je veux vous dire, dans ma région, la région de Caille, c'est la région que je connais, donc c'est celle que je connais la mieux. Là-bas, il y a des dames qui fabriquent du savon. C'est du savon artisanal, mais du savon très efficace. Donc, il y en a qui travaillent sur les noix de karité
Donc, ces noix de karité servent à faire le beurre de karité, et le beurre de karité est utilisé dans la cuisine. Si vous n'avez pas d'huile d'arachide, si vous avez le beurre de karité, eh ben, il n'y a aucune différence. Donc, ils produisent ça localement, ils consomment, ils exportent. Ici, dans les bazars, dans les magasins africains, et même dans des magasins chinois, quand vous y allez, vous trouverez du beurre de qualité. Les femmes sont donc cachées derrière toutes ces initiatives. Oui, elles ont des initiatives, elles prennent des initiatives. Moi, je dis que ces femmes méritent d'être aidées. C'est pour ça que nous sommes là. Ouais. Alors, ce coaching pour les femmes entrepreneurs, parce qu'on pourrait penser que coaching, c'est un beau mot, entrepreneur aussi, c'est pompeux, à la limite, mais ces femmes sont de véritables importatrices, exportatrices. Et c'est à elles qu'il faudrait peut-être amener aussi des indications supplémentaires, parce qu'elles le font de manière empirique, elles le font avec les moyens de bord, elles n'ont pas fait du tout d'études de marché, elles ont constaté que chez une telle, ça fonctionne. Donc pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour elles? Elles s'y mettent avec les moyens qu'elles ont. C'est aussi pour cela qu'il y a un fort intérêt à s'adresser à cette catégorie de personnes. Parce que pour les autres, ma foi, qui ont eu une formation, on suppose qu'elles ont appris ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas, le business plan, et j'en oublie. Mais celles qui voudraient pouvoir améliorer ce revenu, qui n'est pas qu'un complément de revenu dans les familles. Souvent, les chefs de famille vont, ma foi, trouver que c'est une bonne aubaine que madame puisse, en faisant qu'on ne sait jamais comment, vendre ceci, racheter cela de la main droite et de la main gauche, apporter ce qui va, des fois, payer les études des enfants. Ah oui, tout à fait, parce qu'il faut prendre l'exemple au Mali. Bon, je ne dis pas même dans certains pays comme le Sénégal ou la Guinée. Où la Guinée, par exemple, les femmes se lancent justement dans la vente de basins, par exemple, ou de pagnes. L'idée serait, par exemple, de penser, tout en mettant en place un business plan, c'est ce qu'on appelle de mettre en place aussi un business model. Parce qu'un business model, c'est le petit plus qui va faire que les gens vont accepter d'acheter le produit. Parce que généralement, quand on se lance dans la création d'entreprise, on se dit parce que la voisine, elle vend des pagnes, ok, moi aussi je vais vendre des pagnes. On peut faire un petit peu plus que la voisine, par exemple, en y ajoutant une petite touche qui va faire que les gens vont, par exemple, venir chez cette personne-là que d'aller sur le marché. Voilà, que d'aller sur le marché ou même d'aller voir la voisine. Et ça va permettre justement d'augmenter la vente de cette personne. Donc, il faut mettre en place un business model. Donc, moi, je lance un appel justement à toutes ces femmes parce qu'il faut reconnaître qu'en Afrique, les femmes ont vraiment du courage. Parce qu'en même temps, elles s'occupent de leurs enfants, elles s'occupent de leur mari, elles s'occupent de leur foyer. Elles font du commerce à côté. Je pense que je tire mon chapeau vraiment pour ces femmes-là. Elles font vraiment un travail remarquable. Donc, par rapport à ça, il faudrait que les institutions, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait que les institutions les accompagnent sur le plan financier. Parce que pour créer une entreprise, il y a énormément de paramètres qu'il ne faut pas négliger. Parce qu'après, si on se lance comme ça, il y a un risque. On peut se dire... Dans quelques mois, excusez-moi du terme, on peut se casser la gueule. On peut se casser la figure. Voilà, tout à fait. On peut se casser la figure. Donc, il va falloir vraiment faire un travail de fond, se faire accompagner. C'est très, très important parce que ça permet de réunir toutes ces... de mettre en place justement ce petit plus qui va faire que le produit va marcher et qu'on va rejeter les risques, quoi. Je ne dis pas que le risque zéro n'existe pas. Si, on ne peut pas complètement le gommer. Voilà. Alors, Madame interpelle les institutions et donc les politiques, et j'aurais souhaité vous entendre là-dessus, parce que quand vous dites qu'il y a des registres de métiers qui n'ont pas de débouchés, à l'inverse, pourquoi n'y a-t-il pas ces débouchés-là? Et ça, c'est le travail des politiques. Mais avant cela, nous allons partir dans le 91. Écoutez, Madame, bonjour. Bonjour. Je suis venue, j'ai entendu, j'ai pas tout entendu, mais j'ai suivi, j'ai compris ce qui se passe. Mais il y a aussi un autre problème, parce que surtout au niveau de la politique aussi, parce que les personnes, il y a beaucoup de personnes, ils ont le courage, ils créent des choses, ils essaient de s'en sortir. Dès qu'ils amènent leur projet, les personnes qui doivent les aider, et ils prennent leur projet, ils donnent à leur famille, ils donnent à quelqu'un d'autre qui construit leur projet. Ils retrouvent leur projet dans les marchés alors qu'ils n'ont dit à personne. Et ça, il y en a beaucoup. Et j'en sais quelque chose dedans parce que j'en fais partie.
Et donc, franchement, je trouve que c'est minable et c'est vraiment désolant. Et c'est dégueulasse. Et il y a des gens qui se tuent, qui cherchent leurs projets, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent. Et à la fin, dès qu'ils amènent leur projet, les personnes qui doivent les aider prennent leur propre... leur cousine, leur femme, leur soeur, leur fille. Voilà. Donc, ils construisent le projet pour donner à leur famille. Et ça, c'est vraiment dégueulasse. Alors, madame, dites-nous, quelle est l'activité qui est la vôtre, s'il vous plaît? Moi, c'était surtout un projet de jardinage, faire des fruits et légumes, parce que au Mali, vraiment, le fruit et légumes, surtout les légumes, il y en a... Bon, tu achètes des choux-pommes, c'était pas bon du tout. Il y avait trop d'engrais dedans. Oui. Et moi, je voulais faire des choses comme ça, prendre mes décisions et faire des choses. Et le problème, moi, les personnes à qui j'ai donné mes trucs, ils ont donné à leur propre famille. Et j'ai vu le truc déboucher partout de tous les côtés. Et franchement, ça m'a... Je suis ici. Je me bats pour ma famille et pour mes enfants. Mais vu ce qui se passe là-bas, ça ne donne même pas le courage de retourner. Ça ne donne pas le courage. Et donc, vraiment, il faut que ça change. L'État doit faire quelque chose pour mon frère, pour ma... Non, ça ne marche pas. Il faut donner aux gens qui ont le courage de se battre la possibilité de s'en sortir. Mais c'est pas comme ça. Mais si on donne le ministre ou bien le président, je sais pas, mon fils, il est là, je lui donne la même passe. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a des gens qui se cassent la tête pour s'en sortir. Ils ont les diplômes, ils ont tout ce qu'il faut, mais ils n'ont jamais la place. J'ai mon petit frère qui vient juste de finir tous ses études. Il a les doctorats, tout. Il a une place, la paye qu'on doit lui donner, on lui a coupé la paye à moitié. Ça, c'est pas normal. Et le reste, là, ça va où? Ça va dans la poche des grands qui sont devant. Ça, c'est pas normal. Il a fait ses études pendant plus de combien d'années? Et personne là, c'est pas ces gens-là qui l'ont aidé. C'est sûr. Et là, maintenant, il s'est battu, il a fini, il est retourné en Afrique. Il a eu la poste qui doit le recevoir. Et là, le problème, on lui coupe la moitié. On lui a dit, non, on ne va pas te donner ça. Merci. Merci, madame, pour ce que vous avez apporté là. Que répondez-vous? Alors, je parlais des politiques, en effet. Qui est-ce qui peut inverser la vapeur? Les gens ont beau avoir des initiatives privées, ont beau penser qu'il faudrait que. Qui est-ce qui peut? Qui est-ce qui doit, d'une part, et puis j'aimerais bien que vous réagissiez tous les deux aussi à ce que madame nous dit là. Elle est bien l'exemple vivant, parce qu'elles sont nombreuses, des femmes comme cela, dont on ne veut pas voir qu'elles ont de l'impact dans le tissu économique. Ce sont de véritables opératrices économiques. Cela rend service à toutes les nations, mais les nations, en l'occurrence, les ignorent consciencieusement, en se disant qu'elles sont soit illettrées, qu'elles ne sont pas référencées, qu'elles ne sont pas répertoriées parce qu'elles ne payent pas de taxes. Certes, mais encore une fois, elles paient des études à des enfants qui deviennent, comme elle l'a dit, des grands. C'est peut-être le moment de les prendre en compte aussi, et c'est en cela que votre présence sur le plateau nous permettrait de leur donner les outils, les quelques outils qui leur manquent, parce qu'elles ne sont plus seulement en train de porter cela en elles, mais elles l'ont déjà mis en pratique. Oui. Vous savez, au Mali, et en Afrique en général, mais au Mali en particulier, effectivement, il y a des politiques qui ont été initiées pour aider, n'est-ce pas, les entreprises, les entrepreneurs à créer leur propre entreprise, ne serait-ce que pour l'auto-emploi. Donc, il y a eu des structures qui ont été créées à cet effet, dotées des fonds, donc pour venir en aide aux créateurs d'entreprises. Alors, mais il y a un problème qui se pose, et ça, c'est important. Il y en a qui viennent. L'idée peut être géniale, mais le fait de faire aboutir cette idée, et ensuite, même si l'entreprise est créée, ne pas obéir à certaines règles, mais c'est ce qu'elle disait tantôt, ben, vous risquez d'aller à la faillite. Vous n'êtes même pas sûr d'atteindre le premier anniversaire de la Et celles qui ont des heures de vol, qui vendent des pains depuis des années, donc, qui font plein de choses qui fonctionnent. Ça, c'est pour les dames. Je dis, il faut qu'elles réfléchissent très bien sur les trucs. Ils peuvent être financés. Il y a des financements, il y a des fonds qui sont disponibles au niveau des ONG, au niveau des ambassades et tout ça.
il y a des fonds vraiment importants. Donc, mais le problème, c'est quand on réalise ces projets-là, tout simplement parce que ça a été mal pensé, mal construit, donc, c'est l'échec. Ça, c'est ce qu'il faut éviter. Alors, on sait que ce que la dame dit, oui, bon, moi, je suis malien de France. Hein, j'ai vécu ici pendant plusieurs années. Et je suis responsable d'association, responsable politique. Et j'ai toujours été interpellé par rapport à ce problème. C'est de dire, voilà, je suis allé, j'ai voulu voir les autorités pour la création et tout, mais au terme de mes démarches, il y a des petits blocages. Et puis, à peu de temps après, quand je suis venu, après, quand je suis reparti, j'ai trouvé que mon projet a été réalisé. Donc, ça vous dit que, quelque part, les interlocuteurs qui sont là-bas, dans les services administratifs, ont dû, effectivement, détourner le projet. Ça... Vendre la mèche. Vendre la mèche. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent arriver, malheureusement. Mais c'est infime. C'est très infime. Mais pardonnez-moi, monsieur, certes infime, mais oui, quand oui. on est comme madame et que c'est son projet à elle, même si c'est un seul parmi 3 milliards... C'est inacceptable. Et on peut comprendre que... C'est inacceptable. Moi, je sais ce que ça peut représenter comme dépense, comme gâchis pour elle. Et puis, même le découragement, tantôt elle disait ça, qu'elle est complètement découragée. Je comprends. Mais en ce qui concerne le cas de son frère, c'est peut-être parce qu'elle... Actuellement, il y a un programme qui est au Mali et qui accompagne, n'est-ce pas, les diplômés, les jeunes diplômés. Quand vous terminez vos études, vous allez signer un contrat à la pêche. Donc, là, à la pêche, et puis on vous trouve une entreprise. Donc, vous y restez pendant 1 an, mais au lieu de toucher les 100% de votre salaire, si vous êtes cadre, on vous paye la moitié. Donc, je crois qu'elle fait allusion à cela. À ce programme-là. Mais ça, ce n'est pas un vol, c'est un système qui est là, c'est pour accompagner les gens, pour accueillir de l'expérience. Alors, dernier point avec vous, parce que vous avez souhaité devoir partir pour d'autres urgences. Est-ce que les politiques, en l'occurrence, ne vont pas mettre un autre système en place? Parce que là, on entend bien que les gens ont des formations, viennent sur place, ces formations ne correspondent pas à la réalité locale, donc il faut qu'ils recommencent une formation sur les registres qui marchent. N'y a-t-il pas une attente et une exigence de la part des politiques de faire en sorte que eux sachant pertinemment qu'aujourd'hui, d'aucuns font ce que fait Madame si présente, les nouvelles technologies et d'autres registres encore, n'est-il pas temps de se mettre aussi au goût du jour? Parce que cette diaspora, ces jeunes, ces femmes notamment, qui apprennent à faire ce qu'on apprend là où elles se trouvent, parce que c'est souvent ça la réalité. Quand on est en Occident, ça n'est pas nécessairement l'agriculture que l'on va apprendre immédiatement. On va apprendre à faire de nouvelles technologies. Oui. On a la légitimité de rentrer dans son pays d'origine. Ces personnes-là devraient pouvoir trouver des débouchés. Et je voudrais vous laisser réagir sur ce dernier point. Oui, il y a des formations pointues. Ça, je le reconnais. Eux, quand ils arrivent, je crois que là, ils peuvent traîner un peu, mais pas autant que ceux qui ont des formations, je dirais, des classiques. Donc, c'est ceux-ci, les détenteurs de ces diplômes de formation classique, quand ils arrivent, c'est vrai, c'est le parcours du combattant. Comme disait Fatou, il y en a qui sont formés, ils arrivent sur le marché du travail. Le fait d'avoir le diplôme ne suffit plus. Il faut se battre. Mais là, je vous dis, il y a des structures qui existent. Les politiques ont mis des structures d'accompagnement, donc pour les jeunes diplômés, soit pour acquérir un emploi, soit pour créer sa propre entreprise. Donc, il y a des fonds qui existent dans ce domaine. Il faut se renseigner. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui manquent d'informations. Sinon, il y a quand même au jour d'aujourd'hui, dans plusieurs pays africains, en tout cas en ce qui concerne la sous-région de la CEDEAO, il existe, parce qu'il y a une interdépendance de ces pays-là en termes de formation, en termes de... Puisque vous pouvez, Malien en tant que Malien, aller postuler à Dakar, à Abidjan... Et ce qui est vrai pour un pays, l'est souvent pour l'autre aussi. Voilà. Nous allons donc prendre Madame à Paris pour son intervention rapidement. Bonjour. Oui, bonjour Lydie, c'est moi qui ai appelé tout à l'heure. Oui. Voilà, donc toujours par rapport à ce
ce que le monsieur est en train de dire. Effectivement, il y a des jeunes diplômés, lorsqu'ils rentrent au pays avec une formation dans une voie générale, ont peut-être du mal à trouver du travail rapidement, etc. À l'inverse, si quelqu'un qui a fait des études dans l'agriculture aura peut-être plus de chances de trouver un emploi, justement, c'est un petit peu ça le problème chez nous en Afrique, je trouve. C'est pourquoi on se concentre toujours sur une économie et on laisse complètement de côté le reste. Par exemple, pour illustrer mes propos, moi je suis de l'Afrique centrale, plus précisément du Congo-Brazzaville. Quand vous allez au Congo, vous cherchez du boulot, le secteur qui embauche, c'est le secteur pétrolier. Vous voyez? Donc, comment l'économie d'un pays peut tenir dans un seul secteur? Le jour où on n'a plus de pétrole, parce qu'on sait très bien que c'est une denrée qui que la peut source très pourrait bien manquer du jour au lendemain. Donc, le jour où il n'y a plus de pétrole dans ce pays-là, toute l'économie du pays s'effondre et les gens ne peuvent plus rien faire. Donc là, en l'occurrence, en ce qui vous concerne, au Mali, apparemment, oui. Au Mali, c'est plutôt l'agriculture qui serait porteuse d'emploi. Justement, c'est malheureux. Permettez qu'il y ait qu'on puisse développer d'autres secteurs qui vont permettre que les gens aient du travail et qui vont justement permettre à d'autres personnes de mettre à profit leur formation. Donc voilà, moi je répéterai jamais assez, il nous manque la diversification. Donc pourquoi on est aussi obtus? Il faut qu'on pense toujours à la même chose. Et j'ai une autre remarque aussi concernant ce que fait la dame le coaching. Le coaching, c'est bien beau, tout ça. Je trouve que c'est une bonne chose pour les pays occidentalisés dans lesquels nous vivons, etc. Mais vous allez parler coaching à une femme en Afrique qui a envie de créer son petit commerce, d'investir dans quelque chose qui va lui apporter de quoi manger à la fin du mois, vous allez lui parler coaching. Est-ce que c'est pas un petit peu démesuré justement par rapport aux besoins locaux, quoi? Je veux dire, les affaires, c'est pas aujourd'hui que les Africains découvrent comment faire des affaires. Je pense tout simplement que voilà, on n'a pas, jusqu'à présent, elles n'ont peut-être pas su mettre les mots, elles savent pas ce qu'est un business plan, mais je vous assure que dans le quotidien, le business plan, elles savent le faire, le business model, etc. Donc voilà, je pense qu'il faut être un petit peu réaliste et savoir agir avec beaucoup bref. Non, pas bref, il faut aller jusqu'au bout. Merci en tout cas, madame, encore une fois, pour votre participation. Alors, les Africaines, entendez, les Africaines, non, ça n'est pas le fait qu'elles soient africaines, mais les femmes qui sont dans le registre informel, pour préciser la pensée de madame, ont-elles besoin d'accompagnement? Car le coaching, ça n'est rien d'autre que cela. C'est ce dont nous allons parler pour finir cette émission, en nous faisant pardonner de vous avoir retenu au-delà de ce que vous aviez souhaité. Vous l'avez entendu, madame l'a dit, que les politiques, les structures, vous l'avez dit, les institutions, puissent faire changer les choses et qu'on ne reste pas figé, les deux pieds dans le même sabot agricole, alors que les gens auraient fortement envie de passer à autre chose. Je voudrais donc, moi, vous donner rendez-vous tout de suite en vous rappelant que le guichet va donc rester ouvert pour répondre aux questions précises. C'est quoi le coaching? C'est de l'accompagnement. Comment accompagner les personnes du registre informel? Nous finirons dessus et en attendant, je voudrais vous laisser en compagnie de Sona Jobaté. C'est donc une Gambienne qui joue de la kora. C'est dans l'air du temps. Personne ne nous dira que ce n'est pas un bon instrument. Elle joue de la guitare, elle joue de la kora. Vous l'avez vu hier. Regardez-la à nouveau aujourd'hui. À tout de suite. The album for me is a representation of my standing as the daughter of a griot, granddaughter of a master griot as well, but at the same time my new take on what it is that I've been passed on and a different outlook as well on the tradition which has been handed down to me. Saya is a track about loss. This is one of the more innovative tracks on the album, mainly because it's not traditionally rooted, so it's a new, fresh composition about the pain of losing somebody close to you.
female kora player, I probably had the advantage of having connections over here. So at the end of the day, people have always been very supportive of me playing the instrument. And I think as well, I kind of feel that people are just really happy that somebody is working hard to keep the tradition going over here as well and wanting to sort of take it to that level. So far I've had, you know, really great response and really good and positive support as well from family and like wife from the West. But learning it has been, you know, for me, I never thought about myself being a woman, and it's only in the past 5 years where people kept telling me, you're a woman playing, you're a woman playing. I was like, yeah, and? You know, I just play because I love it, and I want to, you know, I just want to be a good kora player. I don't want to be a good woman. So, but, you know, recently I understand the relevance of it, and I thought, you know, I can work on that one in its own right. So, you know, yeah, now I say I'm a female kora player. But, you know, for me, what counts is being a good kora player. Retour plateau, surprise et surprise. Monsieur Dembélé n'est pas parti. La discussion devenait fort intéressante. Nous allons avoir à nouveau Madame dans le 91 au téléphone. Et chose promise, chose attendue, la question qui se posait, et Madame qui appelait précédemment l'a dit, est-ce que les femmes qui sont dans le secteur informel ont vraiment besoin de coaching? On a toujours besoin d'accompagnement pour mieux faire ce que l'on fait déjà, quand bien même on le fait très bien. Très bien, on sait bien, et vous l'avez dit pendant le Magnéto Sonate, je l'espère que vous l'avez apprécié. Des fois, on confond la poche de son affaire, de son entreprise, et sa poche à soi. Mais le fort des femmes, c'est qu'on n'a qu'une seule poche. Des fois, on n'a pas de poche, on a un pagne et on noue tout l'argent qu'on a dedans. Madame, merci d'avoir patienté. Nous vous donnons la parole à nouveau. Bonjour. Bonjour. Je voudrais dire au monsieur encore, est-ce que comme il est dans une association, est-ce qu'il peut pas faire quelque chose en sorte, parce que le problème au Mali, il n'y a pas qu'au Mali, en Afrique. Dès qu'il y a quelque chose, par exemple les commerçants, dès qu'il y a quelque chose qui sort à la mode, tout le monde achète la même chose pour revendre. Et donc après, les affaires vont se retrouver et entassées. Ils sont obligés de mettre leur argent va se perdre puisque les marchandises ne vont pas s'acheter, alors ils seront obligés de garder ou de laisser ça au fond du magasin, et ça fait qu'il y a beaucoup de faillites comme ça. Donc ça sert à rien. Moi je pense que s'ils ont des bonnes idées de mettre des choses, par exemple, moi j'ai fait des habits, je fais que des habits, moi j'ai fait des chaussures, je ferai que des chaussures, que ce soit la mode ou pas. Mais le problème, si chacun se met quelque chose, dès qu'il y a quelque chose qui sort à la mode, chacun se met sur la même chose, et donc finalement ça va être il y aura tellement de marchandises de la même couleur, de la même, c'est pas intéressant. Moi je trouve que chacun doit trouver quelque chose à faire. Bon, moi je fais de l'huile, je vais faire l'huile, moi je fais des pommades, celle-là elle va faire des pommades, celle-là fait des habits, des chaussures. Chacun fait ça, mais il ne faut pas que dès qu'il y a quelque chose qui sort, chacun fait la même chose. Et après, franchement, je trouve que c'est ridicule. Et l'offre de passe la demande. Ouais. Alors, j'aimerais bien vous entendre sur cela. Hein, en fond d'écran, la manière informelle de faire des affaires, ce sont des entrepreneurs à part entière ou entièrement à part, à votre avis, les femmes dans le secteur informel? C'est vrai que, bon, en général, au Mali, quand on voit le nombre de femmes qui se lancent dans la vente de basin ou qui font la teinture, c'est énorme. Ce que vient d'évoquer Madame, c'est intéressant dans la mesure où, parce qu'elle vient de dire en fait que tout le monde fait presque la même chose. Moi, je dis peut-être pas, parce que l'idée serait de se dire, en fait, puisque l'autre vend des basins, oui, je peux vendre aussi des basins, mais je peux faire autre chose en plus. Est-ce que ça ne participe pas déjà de l'étude du marché de constater autour de soi que d'aucunes vendent des pagnes? Donc ça veut dire que ça marche. C'est un début d'étude de marché, non? Ah oui, tout à fait, parce que en faisant une étude de marché, parce que l'étude de marché va nous permettre justement de savoir, d'avoir des informations sur la concurrence, par exemple. On sait que le concurrent à côté fait telle chose. Eh bien moi, je ne vais pas faire la même chose. Moi, je peux vendre le même type de produit, mais je propose autre chose de plus.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ça le business model. Donc ça rentre dans le cadre de l'étude de marché, du business plan, de la mise en place du business plan. Donc en faisant l'étude de marché, on peut avoir justement toutes ces réponses, en fait, toutes les réponses relatives aux questions qu'on se pose dès le départ, que ce soit au niveau de la concurrence, que ce soit au niveau du marché, que ce soit au niveau du type de clientèle à viser, parce qu'il y a par exemple des femmes qui vendent des bassins qui ciblent que les hommes, par exemple, elles se disent que oui, moi, le basin... Voilà, mais alors, est-ce que, c'est pour répondre à madame du Congo qui nous appelait tout à l'heure, est-ce que, encore une fois, ces femmes qui sont dans le secteur informel n'auraient pas besoin d'accompagnement sous prétexte qu'elles sont dans le secteur informel? Ne peut-on pas toujours faire mieux? Ne peut-on pas espérer passer à autre chose? Oui, bien sûr. L'accompagnement, justement, va leur permettre de rentabiliser encore... d'avoir une vision beaucoup plus large, comme l'a dit monsieur, mais aussi de se dire, de se projeter à l'avenir, quoi. On peut se mettre en place un produit, je vois l'autre fait la même chose, et ben je peux avoir une autre idée, je peux proposer autre chose de plus qui va faire que ma clientèle, voilà. C'est donc ce qu'on appelle la prise de risque en affaires. Tout à fait, il faut prendre des risques. De toutes les façons, on est obligé. Mais alors, prendre des risques quand c'est déjà un risque en soi que de commencer de faire ce que l'on faisait déjà, est-ce que ça n'est pas périlleux et trop demandé à des femmes dont le profil souvent est secteur informel, pas de budget à l'horizon, pas forcément un fonds de roulement, le mari n'est pas toujours d'accord, il faut gérer les enfants, la famille. Leur demander de prendre ce risque précisément supplémentaire, est-ce que ça n'est pas leur demander de laisser tomber ? Non, pas spécialement, en fait, parce que étant donné si on fait une étude de marché, ça veut dire que le risque va être réduit en quelque sorte. Je ne dirais pas que le risque zéro n'existe pas. Enfin, le risque zéro n'existe pas. De toutes les façons, il y a toujours des aléas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une idée, l'accompagnement, en fait, c'est aussi leur informer sur, par exemple, le type de banque à aller voir, par exemple. Si elles vont à la banque. Tout à fait, si elles vont à la banque. Monsieur disait tout à l'heure, il y a les institutions qui proposent des actions, etc., plein d'actions pour aider les femmes. Il ne faut pas se limiter à ça non plus. Mais si on a envie de mettre son argent sous le matelas, parce qu'on est tranquille, parce qu'il n'y a personne qui vous prélève quoi que ce soit, parce que la banque, elle ne travaille pas pour rien non plus. Hein. Ah non, certainement pas. Et on se fait repérer. Et l'informel a un confort et le formel aussi. Il faut choisir. Justement, c'est... Alors, nous allons partir à Champigny, écouter une autre dame. Bonjour. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. En fait, j'ai entendu beaucoup de propos accusant le gouvernement comme quoi il y a trop de corruption et que l'État vend leurs idées à leurs enfants et consorts. Mais il faut souligner aussi qu'au Mali, un tiers des commerçants ne payent pas l'impôt. Et comment ils veulent que l'État les aide? C'est pas possible. Donc le gros problème, c'est qu'au Mali, tout le monde veut créer des entreprises, mais personne ne veut payer pour l'État. Et là, ça ne peut pas marcher du tout. Exact. Ça ne peut pas marcher du tout. En fait, je trouve que les gens qui veulent créer des entreprises, ils doivent comprendre aussi que le pays dépend de ce qu'ils gagnent. Au moins le minimum quand même. Donc au lieu de s'attaquer au problème que le gouvernement c'est comme ci, c'est comme ça, ils doivent payer aussi l'impôt pour l'État et pour la population malienne. Merci bien, madame. C'est donc le propre du secteur informel que de ne pas avoir de taxes à payer. Oui. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que cela, qu'y a-t-il d'autre? Non, la dame, elle a vu juste. Ouais. Il y a un problème au Mali, c'est que les gens, tout le monde est entrepreneur en fait. Par la force des choses, ils ont du mérite, est-ce qu'ils ont le choix? Non, il y en a qui ont quitté parce qu'il y a eu, vous savez, depuis les plans d'ajustement structurel, il y a des gens qui ont été compressés, donc ils ont été licenciés. Et souvent, ils ont fait des très mauvais choix quand ils ont reçu les indemnités de licenciement et tout ça. Mais pardonnez-moi, M. Dambélé, tout de même, ça c'est pour celles des personnes qui travaillaient. Mais pour en revenir à la catégorie dont on sait qu'elle n'est pas toujours, elle n'a pas un emploi, celle des femmes, rien de nouveau pour elles, elles n'ont pas été compressées, elles sont déjà dans cette débrouillardise. Oui, la débrouillardise a toujours existé. Le Mali aussi, c'est un pays où effectivement le commerce a toujours été florissant, depuis Kankou Moussa jusqu'à maintenant. Donc, je dis que le commerce malien aujourd'hui,
il faut arriver à le contrôler. Parce que la dame, elle a dit des choses totalement vraies. Tout le monde accuse l'État, mais personne ne veut que l'État entre dans ses droits. Mais les femmes qui vendent des beignets ont-elles vraiment la possibilité de payer des taxes? C'est la véritable question. Oui, non, mais des taxes, si elle fait ça au marché, bon, ben, il y a des petits tickets de 25 francs. Oui. Bon, 25 francs sur une recette entre 1000 et 1200 francs CFA. Moi, je pense que 25 francs, c'est pas cher payé. Ça aussi, il faut comparer ce qui est comparable. Mais quand elles se disent, il y a le gros commerçant qui a la grande boutique pignon sur rue qui ne paye pas, qu'est-ce que je vais donner 25 francs de mon pagne? Là, justement, c'est ça le gros souci. Premièrement, c'est des gens, ils ont l'air patente, ce qu'on appelle patente, ce qui leur permet de payer les impôts annuellement. Mais il se trouve que la plupart de ces gros commerçants n'ont même pas de comptabilité. Alors les gros en général, ce sont des commerçants, ce ne sont pas forcément des commerçantes, même s'il y en a. Oui, il y en a des commerçantes. Mais si vous voulez, à chaque fois que je parle, il va falloir que je dise commerçant, commerçante. Non, mais la réalité... Sinon je vous dis commerçant au sens large du terme, il y a les femmes, les hommes, c'est que la plupart ne payent pas d'impôts. Oui, ça c'est vrai. Et ça, mais on entend dire que les femmes sont plus justes en affaires, plus honnêtes en affaires. Bon, on dit que les femmes sont plus honnêtes quand vous êtes associés. Quand il y a deux dames qui sont associées, il y a effectivement rarement des conflits. Par contre, quand c'est deux hommes, l'autre a plutôt tendance à... Il y en a un qui veut manger l'autre. Et puis là, ça se termine mal. Et si vous êtes avec un homme et une femme, généralement aussi là, ça marche. À bon entendeur, salut. Nous partons à Rennes. Écoutez, madame, bonjour. Oui, bonjour madame, bonjour les invités. Bonjour. Alors, ma question s'adresse essentiellement à la femme qui aide pour le coaching. Oui, je voulais dire, lorsque l'idée a été bien germée, donc l'idée de la création d'entreprise, donc l'élément fondamental qui reste, c'est de trouver le financement. Alors, moi, je voulais savoir si vous accompagnez aussi les femmes dans ce sens-là, hormis le coaching qui est axé sur l'étude de marché. Donc, voilà ma question. Merci. Merci à vous, madame. Alors, quelle question? C'est une très très bonne question. Donc en fait, l'accompagnement, ça regroupe tout en fait. C'est la mise en place du business plan. Le business plan, c'est aussi la définition d'un plan financier, le prévisionnel financier à mettre en place. Combien ça va coûter, combien le projet va vraiment... pourra engendrer comme dépense en fait, qu'il faut établir. Le besoin de fonds de roulement, on va commencer par quoi? Le capital, etc. Donc nous, de l'idée à la création d'entreprise, notre objectif c'est vraiment de faire en sorte que le projet marche. Parce que quand on accompagne une personne ou une personne qui veut se lancer dans la création d'entreprise, il faut l'accompagner de A à Z. Il ne faut pas laisser de côté des petits paramètres, donc ça englobe tout. Donc après, pour pouvoir obtenir les financements, ce que nous, on peut faire, c'est justement de contacter les banques. Parfois, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui vont, par exemple, aller voir la chambre de commerce, qui leur donnent des informations, etc. Ou même d'aller voir des institutions qui financent des projets. Ça existe. Des organismes qui sont là, justement, pour financer des projets. Mais parfois, ces organismes, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent un business plan. Donc le business plan, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est l'étude de marché, c'est l'idée. Qu'est-ce que vous allez faire en quelque sorte? Est-ce que vous allez vendre, excusez-moi du terme, des cacahuètes? Est-ce que vous allez vendre, bien sûr, est-ce que vous allez vendre des pagnes, etc. Donc il faut vraiment définir le projet de l'idée jusqu'à la création d'entreprise. Donc nous, comme je l'ai dit, on accompagne la personne dans ce sens de façon à ce que la personne puisse obtenir vraiment le financement qu'il faut. Donc voilà, c'est un petit peu... Nous allons partir au Plessis, écouter une autre dame. Bonjour. Oui, bonjour. 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 Au fait, je voudrais intervenir par rapport à la dernière
l'intervention de la dame qui parlait sur les impôts. Oui. En fait, je trouve qu'elle a tout à fait raison, parce que j'en connais des tonnes et des tonnes qui partent s'implanter là-bas, qui jamais ne paient les impôts, et ça, c'est la source même du problème en Afrique. Sachant que, surtout au Mali, on n'a pas beaucoup de ressources et tout, donc les peu qui arrivent à créer une structure importante, jamais ne participent au développement du pays, et ça, c'est très regrettable. Merci, merci madame. Alors c'est cadeau pour vous, je ne vous laisse même pas réagir dessus puisqu'elle a dit ce que vous pensiez. Oui, par contre, quand on parle de coaching, donc on l'a compris, c'est de l'accompagnement pour ceux qui entreprennent, hommes ou femmes. C'est vrai, on est resté longtemps sur les femmes parce que a priori, elles ne bénéficient pas de cet accompagnement-là. Et dans le cadre domestique, donc à la maison, un accompagnement est nécessaire. Dans une édition précédente, un intervenant nous disait il est important que les femmes soient accompagnées par l'entourage. Or, on sait que l'entourage est moustachu ou barbu. Je voudrais bien vous entendre sur cette initiative qui serait celle des hommes qui ne la prennent pas toujours d'ailleurs, que de ne pas considérer que c'est la poule aux œufs d'or. Ils ne veulent pas trop qu'elles entreprennent, ils ne font pas grand-chose, ils sont contents quand ça rapporte 3 francs 6 sous et plus. Peut-être que là aussi, il y a les mentalités à faire bouger. Oui. Vous savez, moi je crois qu'il y a des hommes, aujourd'hui, qui sont des hommes au foyer. Ah oui. Eh oui. Que fait un homme au foyer? Lady, je vous dis, il y a des hommes au foyer. C'est madame qui va travailler et c'est madame qui prend toutes les charges. Monsieur est là à faire le ménage, à faire la cuisine, à s'occuper des enfants, à les accompagner à l'école et tout. Cela existe en Europe et ça existe en Afrique. D'accord. Donc, au-delà de ça, moi, je peux vous dire que personnellement, j'ai toujours fait le ménage. J'ai toujours fait le ménage. Vous avez gagné un balai. J'ai toujours fait le ménage. J'ai toujours fait la cuisine. J'adore faire la cuisine. Donc, en ce qui concerne les enfants, la même chose quand il s'agit de les accompagner ou de les... Non, ils sont aujourd'hui grands, ils peuvent se passer de moi, mais je l'ai toujours fait, sans aucun problème. Alors, dire que à ce niveau-là, il n'y a même pas de discussion possible. Si la femme est là et que l'homme n'est pas là, c'est elle qui assure. Et si monsieur est là, madame n'est pas là, il faut qu'il assure. Parce que madame ne peut pas revenir du bureau ou du champ alors que monsieur est à la maison pendant toute la journée et à ne rien faire, à se tourner les pouces et attendre que madame arrive pour qu'elle se mette à cuisiner, à faire ceci, cela, et qu'après qu'on lui serve le plateau de repas. Non. Alors, je ne vais pas laisser passer cette opportunité. Pouvez-vous redire cela en 2 phrases et en bambara aux hommes de la diaspora qui vous regardent, qui vous écoutent pour qu'ils l'entendent, non pas de la bouche d'une femme énervée qui ne sait même pas ce que c'est que la vraie tradition, oui, mais de la bouche d'un sage comme vous? Oui, non, mais je dis clairement, hein, les traditions africaines et maliennes en particulier font que Mousso, Ninchou, Doukono, Barabe, dans les mêmes Soudeko. Olu de bɛ yɔrɔ jɔsiw kɛ, olu de bɛ denmisɛnninw lakana, olu de bɛ taa n'u ye école la, olu de bɛ fɛn bɛɛ kɛ. Mais jɔn tɛ quoi. Musow fana ye mɔgɔ de ye, donc il faut que cɛw k'o faamu k'a fɔ le fait que i k'i muso dɛmɛ sokɔnɔ baara ni fɛnw na ko o ye fɛn ye min b'a to a t'i bonya, a t'i i sɛbɛ dɔn tout ça. Non, je crois que olu n'o tɛ ɲɔgɔn fɛ quoi. Même ni te fin que la soxona i dalen do ni muso be fin beke abseka kati bunya. Nous allons finir là-dessus. Voilà. Les hommes l'ont entendu. Je l'espère que voilà, on peut être un homme au foyer sans ne pas être un homme. L'un n'empêche pas l'autre. Je voudrais rappeler rapidement votre adresse internet pour ceux et celles qui entreprennent, les femmes, que ce soit le commerce informel, que ce soit une activité informelle et une activité formelle, bien sûr. C'est www.agence-yara.com pour bénéficier donc de votre accompagnement. En plus, c'est affiché. C'est juste merveilleux. En rappelant la date donc du 22 septembre aux femmes et aux hommes qui voudraient assister à cette rencontre des Maliens de la diaspora, c'est à la porte au Palais des Congrès de Montreuil. On aura l'occasion de vous en montrer l'affiche avant la date en question. Merci à tous les deux d'avoir accepté de participer à cette discussion. Bon courage à vous qui entreprenez, que ce soit dans un cadre formel, que ce soit informel. Continuez de toute façon. Vous êtes des chefs d'entreprise, même vous, mesdames. Au revoir. Merci, Lydie. Merci, Lydie.
nisamehe kwa kuambalie.